Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est un coup de massue. Désespéré, il demande à intégrer l'armée coloniale française du Maroc dans un dernier effort pour prouver son patriotisme. À ce moment-là, sa femme, Cosette, est enceinte de son deuxième enfant. Finalement, en 1917, sa requête est acceptée. Lucien est envoyé au Maroc en tant que photographe militaire et sa famille va le suivre quelques mois après. Michel, de son côté, est mobilisé, lui, dès les premiers instants du conflit. Dans les tranchées, son éducation cosmopolite, alors là, est un atout majeur. Il est quand même l'un des seuls à comprendre les conversations des soldats ennemis. Alors très vite, il est promu au poste de maréchal des logis, c'est-à-dire un sous-officier de la cavalerie. Pendant 4 ans, notre Michel sillonne donc la Somme, la Marne, la Flandre, chevauchant de tranchée en tranchée, où il assiste, en spectateur horrifié, aux boucheries qui y font rage. Inutile de vous donner les détails, il y a plein d'émissions que j'ai pu faire sur le sujet. Et là, couvert de boue, de sang et de larmes, il développe une haine viscérale contre les politiques et les généraux qui ont accepté d'entraîner comme ça des millions d'hommes dans l'enfer de cette guerre absurde. Et pour déverser sa colère, il tient un carnet d'images où il dessine la vie quotidienne des poilus avec une fausse candeur qui réussit à déjouer la censure de l'armée française. Depuis que les poilus ont commencé à se rebeller, vous avez une propagande glorificatrice de la guerre qui s'est mise en action, gardant sous silence la violence inimaginable qui sévit dans les tranchées. Mais Michel, lui, ne veut pas protéger le moral de qui que ce soit. Il s'en fiche. Il veut choquer. Il veut dévoiler aux yeux de tous l'absurdité du massacre inutile que ses camarades subissent. Et dans ses carnets d'images, on suit Monsieur Duglingue, un soldat d'abord très naïf, alors qu'il trépigne d'impatience de partir au combat depuis sa caserne. Une fois dans les tranchées, pourtant, ce Monsieur Duglingue va perdre son sourire. Maintenant qu'il est face à la réalité du conflit, il ne lui faut que quelques jours pour être complètement anéanti. Suite à la véritable histoire de Monsieur Duglingue, donc le nom de l'ouvrage, Michel s'engage sur un autre projet tout aussi militant. Il dessine petit à petit un abécédaire illustré pour enfants qui mélange autant d'humour que de violence. Jugez plutôt. À l'intérieur, les lettres s'enchaînent morbides. A comme alcool, B comme bombe, C comme cafard, F comme froid, G comme gaz, P comme poux. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Le quotidien des poilus y est décrit sobrement, froidement, mais sans artifice. Sur certaines pages, la violence ressort plus brutalement que sur d'autres d'ailleurs. F comme fourchette est accompagné de soldats qui s'empalent mutuellement avec leurs couverts. Parfois, la barbarie de l'image éveille même le sentiment amer de la pitié, alors que R, comme retour, est illustré par une gueule cassée, en fauteuil roulant et au teint verdâtre. Parce que si c'est pour revenir dans cet état, en fait, la question c'est pourquoi revenir ? Bientôt, le petit dernier de la fratrie, Jean, est lui aussi mobilisé. Et il commence son service militaire et il rejoint le 131e régiment en avril 1918. Michel écrit alors dans ses carnets un petit poème pour sa nièce Marie-Claude. Maintenant voilà oncle Jean costumé en militaire. Décidément il n'y a plus d'enfants, ils partent tous à la guerre. Voilà oncle Jean la binette quand il est de mauvaise humeur et qu'à tous il fait la tête sans connaître son bonheur. Jean, en effet, a un profond vague à l'âme. Le futur auteur de Babar sort à peine du lycée où il s'est pris de passion en fait pour la philosophie. Sa véritable raison d'être pourtant en fait c'est la peinture. Et contrairement à son aîné Jacques, il refuse de sacrifier sa carrière pour satisfaire son père. Il veut être artiste, un point, c'est tout. La pression sans égale qu'il s'inflige pour atteindre son objectif n'est pour autant pas sans effet sur son moral. Et en ce début de XXe siècle, la perspective d'un futur heureux, on va dire, est plutôt délicat. Comme la grande majorité des jeunes de son âge, Jean est terrassé par le spleen. Il ne peut en fait pas s'empêcher de penser que sa seule destinée immédiate, c'est de devenir quoi ? Tout simplement de la chair à canon. Mais a-t-il vraiment le droit d'espérer autre chose ?
Pour faire face à ces angoisses, alors il profite des 6 mois de son service militaire pour passer tout son temps libre dans la bibliothèque de la caserne. Oui, à cette époque, il y avait des bibliothèques dans les casernes. Et là, tapis au milieu des livres, il dévore tous les ouvrages de sociologie et d'histoire qui lui tombent sous la main. Jean meurt d'envie de comprendre pourquoi les hommes se font la guerre et surtout pourquoi sont-ils engagés dans cette guerre. Le 2 août 1918, il écrit « Peut-être la guerre est-elle un sursaut d'énergie, et peut-être que sous la mort qui ravage, la vie nouvelle apparaît. Tout cela, je ne le conçois pas encore nettement, et mon esprit s'appliquant à comprendre, reste souvent inerte devant des problèmes trop vastes pour lui. » Ainsi, pendant toute la durée du conflit, Jean s'évertue à déchiffrer les mécaniques et les raisons du conflit. Une théorie bien précise, consistant à détruire un monde démodé pour en dévoiler un nouveau, retient particulièrement son attention. Ce sera d'ailleurs le motif narratif de Babar. Dès les premières pages, un éléphanteau est arraché à sa mère. Sa perte le pousse alors à créer un monde idéal où les traumatismes qu'il a subis n'existent plus. 2 ans plus tard, affecté au poste de coursier dans l'armée, Jean écrit ces quelques lignes à sa mère Marguerite. « Je hais la haine, je hais les journaux qui mentent, l'égoïsme de quelques gros capitalistes qui se tendent la main, seul international véritable. Cela excite les peuples à se haïr afin de mieux s'enrichir. Où que j'ai été en Europe, j'ai vu cette même séparation, une caste puissante ayant l'argent sans scrupule pour accroître son gain. De l'autre, la majorité souffrante est conduite comme un troupeau de moutons. » Ce texte aurait pu être écrit hier après-midi. Bref, pour la famille Brunoff, si la Grande Guerre a bien eu un effet, c'est de renforcer leur antimilitarisme, leur militantisme social et leur désir utopique de pacifisme pour le monde dans lequel ils vivent. On est maintenant en juillet 1919. Michel tourne comme un lion en cage. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il est censé recevoir sa lettre officielle de démobilisation. Vous avez bien compris, juillet 1919. Mais cette lettre se fait attendre et sa patience est sur le point de craquer parce que sans cette lettre, il peut tout simplement pas reprendre les affaires. Et ça le démange. Ça fait quand même 6 ans maintenant qu'il a quitté la vie civile. De leur côté, les Vogel rentrent du Maroc en septembre 1919. Lucien commence immédiatement les démarches pour récupérer la Gazette du Bon Ton, quitte à abandonner son droit de bénéfice dans les élégances parisiennes. Lui aussi, les affaires le démangent. Il a hâte de reprendre les publications de son magazine. Heureusement, les démarches sont plus faciles que prévu et le couple Vogel ne lésine pas sur les efforts pour relancer la revue avec brio. Cosette court dans tous les sens, visitant toutes les maisons de couture pour noter dans son carnet chaque détail qu'elle y trouve important. Lucien, quant à lui, sollicite l'aide de Michel pour réembaucher les dessinateurs à l'origine du succès du magazine avant la guerre. Le problème, c'est que le marché a changé. Au sortir de la guerre, il n'est plus si facile, voire même approprié d'ailleurs, de promouvoir de la haute couture dans une économie qui est maintenant en lambeaux. Et puis, beaucoup de choses ont évolué au sein de la société française, notamment les nouvelles habitudes de consommation des femmes. Et bien oui, tandis que la population masculine était au front, elles ont quand même pris en charge l'industrie du pays, elles se sont libérées par le travail. Inévitablement, donc, la mode garçonne fait son apparition. Tant pis. De toute façon, les opportunités arrivent de partout, il faut savoir les saisir. Condé Nast, vous vous souvenez, le publicitaire ambitieux qui pensait adapter la Gazette du Bon Ton aux États-Unis avant la guerre, Condé Nast avance enfin ses pions et propose à Lucien de concevoir une version française de Vogue. À New York, il est le fier propriétaire de Vogue, Vanity Fair et House & Gardens. Si son influence sur les marchés de la mode et de la presse ne fait aucun doute, il voudrait pourtant ardemment s'implanter à Paris. La raison principale, c'est évidemment d'être présent dans la capitale mondiale de la mode. Mais il s'agit aussi de devancer son concurrent principal, le propriétaire de Harper's Bazaar, qui s'impose aux USA comme une référence pour l'élite féminine qui cherche à imiter la sophistication européenne. En fait, en s'implantant directement aux sources, Condé Nast espère que Vogue distancera vite son concurrent en la matière. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.